Bonjour chers amis, je suis heureuse comme d'habitude de vous retrouver et j'espère que les problématiques que nous avons posées vous ont aidé, qu'avec le docteur Jos Pélage vous avez trouvé des solutions pour vivre mieux dans un pays empoisonné, mais que vous avez aussi pris la décision de vous mettre aussi dans la partie pour revendiquer, réclamer. Et parce qu'aujourd'hui, vous avez la preuve que nous sommes touchés par des cancers en grand nombre, inhabituels, et que c'est bien un effet de cet empoisonnement-là. Donc, je vous souhaite d'aller bien, de vous battre, mais dans la dignité. N'allez pas casser la tête des gens, mais revendiquez vos droits, vos devoirs, et puis faites votre devoir aussi, vous en avez. Et puis, parce que la responsabilité de la société que vous allez laisser à vos enfants, eh bien, elle vous incombe. Si vous l'oubliez, vous ne vivez que pour vous ici et maintenant, eh bien, il y a beaucoup de chances que nous, en tant que groupe humain, nous arrêtions d'exister. Je vous ai déjà dit que, voilà, ça ne signifiera pas que la société sera vide, qu'elle existera simplement sans nous. Voilà, j'espère que donc aujourd'hui, nous allons continuer à vous apporter un petit peu de matière pour réfléchir, pour vous sentir beau, pour vous sentir grand, pour ne pas laisser les autres construire des explications qui nous détruisent. Donc, j'ai le grand plaisir de recevoir Imani Dalila Daniel, que vous avez déjà vu, rencontrer avec Zahir et Théophile, qui vous a beaucoup plu, puisque j'ai vu que l'émission a été beaucoup partagée. J'ai vu aussi que quelques personnes m'ont critiqué de trop parler, mais c'est mon rôle de sociologue de parler, de mettre de la distance dans ce que nous faisons pour que parfois les auteurs réalisent la puissance de leurs travaux, de leur production. Voilà. Alors, Imani donc, nous a commis cet ouvrage, Sacré Vagabond. Je pense que vous l'avez vu dans les librairies, qu'elle a eu beaucoup de séances de signature et puis elle voyage pour l'accompagner. Donc cet après-midi, c'est de Sacré Vagabond que nous allons vous parler. Bonsoir Imani. Bonsoir, bonsoir à toi et bonsoir à tous ceux qui nous reçoivent chez eux. Voilà, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà. Ouais. Alors, et merci pour l'honneur et le plaisir que tu me fais de t'intéresser une fois de plus à mon travail. Je n'arrive pas à considérer ça comme étant une chose banale, donc c'est toujours très émouvant pour moi de voir cet intérêt. Non, mais il faut que, comme je l'ai dit, que quand nous avons des travaux qui enrichissent la connaissance ou par la connaissance, les nôtres, il faut les dire, les diffuser, parce que si nous ne le faisons pas entre nous, oui. Eh bien, nous passons à côté de beaucoup de choses qui ne nous sont pas dues ou qui ne nous sont pas proposées parce que ce dont nous parlons gêne. C'est vrai, ces questions de l'esclavage, de la violence de notre société dérangent beaucoup. Oui. Et j'ai vraiment beaucoup de peine de voir que dans les centres de formation où je suis passée, les enfants, les élèves, des jeunes se sont plaints qu'on leur parlait trop de l'esclavage et qui sont allés se plaindre aux responsables qui, eux, ont décidé qu'il fallait effectivement leur donner raison, qu'ils n'avaient pas de... Ça ne faisait pas partie des choses de leur expliquer, même quand on expliquait le monde du travail, de leur expliquer pourquoi est-ce que la question de l'esclavage était importante. Mais bon, ce sont des jeunes qui sont sortis donc de ces formations sans avoir cette vision-là, mais elle va les rattraper parce qu'on est dans une société. De toutes les façons, on ne traite pas d'individus, mais on traite bien de gens qui vivent dans une société qui sont un collectif et qui ont besoin, pour avancer, de s'ancrer dans leur histoire. Donc je demande à tous ces enseignants, à tous les chefs de centres de formation, qu'ils rendent service aux jeunes ou aux gens qui refusent d'entendre parler de l'esclavage, je leur demande de jouer leur rôle et d'arrêter de persécuter les enseignants qui ont envie de le faire, parce que c'est déjà assez douloureux de voir les nôtres ne rien connaître d'eux, d'avoir l'impression qu'ils sortent du néant. Donc, s'il vous plaît, chers chefs, peut-être que, voilà, vous êtes sous l'emprise de chefs venus d'ailleurs qui vous demandent de ne pas laisser
parlez de ces problématiques, mais vous ne rendez pas service aux vôtres. Et pensez un petit peu à être dans un groupe, dans un collectif. Vous n'êtes pas que des individus qui dirigez des centres, etc. Voilà. Donc, on revient à Sacré Vacabon, juste pour dire que le sous-titre, c'est « Pas de liberté pour les nègres », et on l'avait déjà vu dans Zahir et Théophile. Donc, Imani, est-ce qu'il s'agit, c'est aussi un roman historique, hein, comme vous l'avez appelé, est-ce qu'il s'agit bien d'une suite à Zahir et Théophile? Oui, c'est la suite directe à Zahir et Théophile. Par chance pour moi, ce que je révèle dans Sacré Vacabon, je ne le savais pas quand j'ai écrit Zahir et Théophile. C'est quand Zahir et Théophile est sorti que j'ai été amenée pour les besoins des rencontres que je faisais, parce que bon, j'ai un passé de journaliste quand même, donc j'ai été amenée à fouiller un petit peu pour documenter mes conférences, mes rencontres avec le public. Et là, j'ai découvert des choses et je me suis dit, waouh, c'est pas vrai, j'hallucine. Et parce que notre histoire n'est pas connue. Moi, j'ai fait des études. Moi, j'ai passé mon bac. Je suis allée en France. J'ai fait des études supérieures, mais je ne connaissais pas ça. Je savais pas ça. Et moi, je suis tombée des nues quand j'ai découvert les conditions de l'abolition. J'ai cru que, enfin, j'ai eu du mal à m'en remettre. Et comme ça explique beaucoup de choses de ce que nous sommes aujourd'hui, je me suis dit, ah non, je ne peux pas m'arrêter là. Donc, Zahir et Théophile, c'était pas de pitié pour les nègres. Sacré Vacabon, c'est pas de liberté pour les nègres. C'est-à-dire que Zahir et Théophile se concentrent sur le drame du couple en 1838 et puis fait un petit saut vers 1869 par là. Tandis que Sacré Vacabon s'arrête sur la période de l'abolition, les conditions de l'abolition, les conditions abominables de l'abolition qui me font dire que l'abolition d'esclavage, c'est la plus grande fumisterie de l'histoire. Voilà. Et effectivement, dans le livre 3, donc, vous parlez justement de tous ces décrets liberticides qui vont être mis en place dans la société post-esclavagiste. C'était ça qui permet de dire, donc, pas de liberté pour les nègres. Alors, pourquoi je les ai publiés? Parce que ces décrets sont tellement honteux qu'on ne les trouve pas. Qu'il faut fouiller. J'ai beaucoup cherché pour les trouver. Parce que même sur le site de l'Assemblée nationale, qui est censé recenser toutes les lois et décrets de tous les gouvernements depuis le début de l'histoire de France, on trouve le premier décret et on ne trouve pas les autres. C'est parce qu'ils sont honteux. Le premier décret du 27 avril. On trouve le premier. Et les 11 autres décrets, les 10 autres décrets qui ont été signés dans la foulée, qui réglementent les conditions dans lesquelles cette fameuse soi-disant liberté était octroyée, c'est tellement honteux qu'ils ne le publient pas. C'est ça. Alors je me suis dit, parce que moi j'écris pour les jeunes, j'écris pour les générations à venir, et je me suis dit, moi j'ai pris plus de 60 ans pour découvrir ça, eh bien je les publie, ces lois, ces décrets, et également certains décrets qui ont été pris après par des gouverneurs qui sont venus pour finir de détruire le peu de liberté qu'on avait donné aux anciens nègres. D'ailleurs, tout l'ouvrage est parcouru par cette question lancinante des nouveaux livres, de leur désir de sortir de ce carcan, leur vie qu'on a. Oui, on s'est approprié leur vie d'une manière. D'ailleurs, je pense qu'on ne réfléchit pas assez. Pour tous ceux qui sont pressés de se débarrasser de l'esclavage, on ne se soucie pas assez de comprendre comment une catégorie d'êtres humains s'approprie une autre catégorie d'êtres humains. C'est rien que cette idée-là et le fait qu'il est mis en place, qu'il est structuré, qu'ils aient légiféré. Ça paraît, on se dit, mais dans quel monde on est et puis de quel droit? Et est-ce qu'il n'y a pas sur Terre une catégorie de gens qui considèrent qu'ils sont Dieu sur Terre? Je pense qu'à ce niveau, dans notre pays, j'en ai déduit que tous les pouvoirs ayant été laissés dans les mains de ces gens, ils en sont arrivés à se prendre pour Dieu, à être Dieu. Et ils sont Dieu parce qu'ils n'ont pas de limite. Ils n'ont pas de limite. À être Dieu. Absolument. Et ce qui s'apparente
enfin moi je ne suis pas psychologue ni psychiatre, mais je me suis dit que autant de pouvoir rassembler, y compris la justice, absolument, y compris la justice, rassemblés dans leurs mains, a pu rendre ces gens-là fous. Tout simplement. C'est de la folie ce qui s'est passé à l'époque. Mais ça se passe ailleurs aussi. Oui. Les Anglais, les Hollandais, enfin tous ceux qui ont atterri en Afrique du Sud et qui ont considéré que c'était leur terre. Oui, comme les Belges au Congo. Oui, non, mais ils ont fait la même chose. Je crois que c'est dans cette famille-là que ça se passe et qu'il faut s'interroger, pas seulement. Et je crois que le fait que nous sommes empêchés de réfléchir vraiment sur la portée de cette partie de notre histoire vient du fait que ces gens-là ne veulent pas qu'on comprenne bien ce qu'ils ont fait, ni de quel droit ils se sont autorisés à le faire. C'est-à-dire que la question, c'est que pourquoi serions-nous le seul peuple sur toute la planète à n'avoir pas le droit de s'intéresser à son histoire? Pourquoi, au nom de quoi, nous qui avons vécu cette histoire, mais c'est pas de notre faute, c'est même pas nous qui l'avons écrite. Bon, on se retourne, on se dit d'où je viens, on regarde ça. Et aujourd'hui, on a l'impression que ceux qui regardent cette histoire sont vilipendés parce que c'est vrai qu'elle est douloureuse, mais en même temps, qu'est-ce qu'il a fallu comme courage, comme force, comme énergie à nos ancêtres pour résister à cette inhumanité et faire en sorte que nous soyons ici aujourd'hui pour en parler. Donc, on devrait être fiers on devrait être très fiers mais la question c'est d'être quand même des survivants à cette histoire. Mais en même temps, c'est pas les mêmes états d'esprit, les mêmes postures qui sont d'un côté comme de l'autre. Nous sommes l'un des rares peuples à vivre avec ceux qui ont fait de nos ancêtres, de nos aînés, des esclavagés. Et de ce fait-là, la crainte de la rancœur, du désir de vengeance occupe d'abord les esprits, mais c'est parce que ceux qui décident de l'ordre dans lequel la société doit évoluer, ce sont ceux-là qui décident aussi qu'on ne va pas parler de cette histoire-là parce que les gens ont envie de demander des comptes. Donc les dominants ont bien accès à leur histoire parce que quand on dit qu'on ne s'enseigne pas notre histoire, c'est faux. Les descendants de colons et les blancs de Martinique connaissent leur histoire. C'est bien aux dominés qu'on demande de ne pas s'intéresser à son histoire, à tel point que nos jeunes se portent plainte contre nous quand nous décidons, dans les écoles, dans les centres de formation, de leur apprendre, même d'approcher quelques phénomènes incompréhensibles dans la société par le fait de l'histoire. Donc il y a, et les gens, les enseignants, les responsables qui sont sous cette forme de contraintes psychologiques sont en fait des dominés manipulés par le pouvoir dominant. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit, ne vous intéressez pas à cette histoire-là. Et à côté de ça, on demande à des gens qui ont la main dans la société et sur le pouvoir de prêcher la résilience. Mais prêcher la résilience résilier quoi? Oui, mais sur une ignorance totale. Comment on peut résilier quelque chose qu'on ne connaît pas? Résilience sur la méconnaissance totale. Donc, beaucoup de Martiniquais, de Guadeloupéens foncent dans cette idée qu'il faut être résilient parce qu'il faut aller de l'avant. En réalité, donc voilà, on est dans des manipulations et j'aimerais qu'on ait une approche plus intelligente et puis un peu plus digne de notre histoire, parce que c'est pas parce que les gens ne veulent pas que vous connaissiez votre histoire, ils ont intérêt à ce que vous ne la connaissiez pas, parce que le mal est venu de par là. Mais vous qui l'avez subi, ou vos ancêtres, et qui en connaissez les conséquences d'aujourd'hui, eh bien, un peu de dignité. Voilà, j'aimerais bien qu'on sorte de nos peurs. Tout à l'heure, on parlera de nos peurs, Dalila. On verra. Alors, donc, quand vous dites pas de liberté, vous avez tous les décrets. Les principaux décrets du 27 avril. Alors, pour les enseignants qui ont un peu de courage, de parler à leurs élèves de ça,
pour qu'ils ne se disent pas, ouais, la dame là, elle est en train de raconter des histoires. Vous avez les décrets. Moi-même, j'en ai publié dans les livres que j'ai écrits sur les parties historiques de notre histoire, les décrets sur les immigrations, sur le vagabondage, les décrets Guédon, etc. Donc, dont vous parlez aussi. Donc voilà, ça c'est une partie. On a pris le livre par la fin, juste pour vous dire que... Oui, c'est une partie pédagogique. Voilà, elle est importante. C'est pour les enfants, les jeunes. Voilà. Donc, je voulais que vous expliquiez un petit peu le titre du livre qui est comme ça, qui se... Oui, alors, Sacré Vagabond. En fait, j'ai découvert que cette expression que nous utilisons pour nous insulter, en réalité, elle a été inventée et créée pour des gens qui sont des héros de notre histoire. De même que les nègres marrons étaient diabolisés, alors qu'en fait, ils faisaient preuve de courage et de dignité, les vagabonds, ce sont des gens qui ont dit non à ce système. C'est-à-dire que pas de liberté pour les nègres, c'est quoi? On leur a dit, voilà, à partir de maintenant, vous êtes libres. Et puis on leur a dit, deuxième décret, mais vous ne pouvez pas faire ça, mais vous ne pouvez pas aller là, mais vous ne pouvez pas exercer tel métier, mais vous... En réalité... Il faut continuer à rester avec le maître. Il faut continuer à rester avec le maître. Et si vous quittez l'habitation, vous êtes en situation de vagabondage parce que, bien entendu, on va dans le... Alors, ce qui est odieux aussi, qui est surprenant, et est-ce que c'est de notre faute? Mais c'est écrit, c'est dans les textes, c'est pas nous qui l'inventons. S'il y avait des paroles de bienveillance dans ces lois, nous les aurions louées aujourd'hui. Bien sûr. Qu'est-ce que nous avons dans ces lois? Le premier décret dit... l'esclavage est aboli dans les colonies. Dans son article 5, il précise tout de suite que l'Assemblée nationale va calculer ce qu'il faudra payer aux colons, parce que le mot esclavagiste leur écorche l'esprit, aux colons en guise de dédommagement. Tout de suite, on prévoit ça. Et on prévoit qu'il ne faudra pas une loi, parce que ça va prendre trop de temps. Donc on le décrète pour que ça aille vite. L'application. Et puis, dès le deuxième décret, donc on dit, voilà, on va indemniser. Vous, on vous laisse sans rien. Mais si tu permets, pour que les gens voient l'ignominie de cette histoire, nous allons voir le décret numéro 2, l'article 1er du deuxième décret de la loi du 27 avril 1848. Il est... page 209, article 1er. Est-ce que tu veux nous le lire? Article 1er. Page 209, article 1er du deuxième décret. Dans les colonies où l'esclavage est aboli par décret de ce jour, les vieillards et les infirmes seront conservés sur les habitations dont l'atelier voudrait donner aux propriétaires une somme de travail équivalente à leur entretien, leur nourriture et leur logement. Donc, on leur dit, vous êtes libres, mais les vieillards et les infirmes qui sont sur l'habitation, c'est à vous de travailler gratuitement pour le maître, pour que le maître puisse continuer de les héberger et de leur donner à manger et subvenir à leurs besoins. Vous êtes libres, on vous laisse sans rien, mais ceux-là sont sur votre compte. Oui. Deuxième décret, article 1er. Et alors, l'article 2... va enfoncer le clou puisqu'il dit l'autorité locale interviendra pour réglementer les sacrifices acceptés par la générosité des affranchis. C'est-à-dire que cette phrase en elle-même est un bijou de contradiction odieuse. L'autorité locale, c'est la police et la gendarmerie, interviendra pour réglementer les sacrifices acceptés. Donc, c'est des sacrifices acceptés, mais il faut que la police et la gendarmerie s'assurent qu'ils soient vraiment acceptés par la générosité des affranchis. La générosité qu'on les oblige à exercer vis-à-vis de ces gens qui ne servent plus à rien. Oui, ce sont les déchets, ceux qui sont considérés dans le système comme des déchets. Eh bien, moi, quand j'ai vu ce deuxième décret, je me suis assise. Je lis, et là, j'ai passé 3 jours
sur l'article 1 et l'article 2 du décret numéro 2 en disant mais qu'est-ce qui m'attend dans la suite? Parce que j'ai imaginé ces gens. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire aussi. Oui. Et c'est pour ça que l'art est important, parce que ce que les enseignants peut-être ont du mal à faire, pour toutes les raisons que tu as évoquées, ce que les militants ont du mal à faire, etc., l'art peut le faire. La littérature, la musique, le cinéma, la poésie. J'ai imaginé ces gens à qui on dit, vous êtes libres, vous êtes libres. Mais déjà, vous avez cette responsabilité-là. On ne vous laisse sans rien. Débrouillez-vous. Parce qu'ils sont obligés de s'assumer tout de suite. Absolument. Avec rien. Sans aucun fond, sans rien. Avec rien. C'est-à-dire que les hardes qu'ils avaient dans l'habitation. Et on leur dit, attention, vous êtes chez le maître, il n'est plus obligé ni de vous nourrir, ni de vous loger. Donc, ils se retrouvent immédiatement avec un loyer à payer et leur manger quotidien à assumer. Absolument. Et en plus, on leur dit, les infirmes et les vieillards, c'est vous qui allez vous en occuper. Ils ont de l'argent à payer au maître. Rien que ça. Oui, puisque ils vont payer un loyer, ils vont payer la boutique avec les carnets de crédit et le maître va leur dire, va à la boutique pour tout ce que tu veux et à la fin du mois, je prends mon loyer, la part pour les infirmes et les vieillards, la part de la boutique et je te donne le reste. Mais ils ont inventé aussi, puisque pendant qu'on y est, puisque vous pensez, voilà, on s'assied, on essaie de se projeter, s'imaginer, visualiser ce qui s'est passé. Mais la question, la petite boutique de la plantation, la boutique qui s'appelait Débit de la régie. Et puis aussi la question du caïdon. Ils ont pensé à tout. Oui, la question du caïdon que vous parliez, dont vous parlez. Ils ont pensé à tout. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont poussé le cynisme, le machiavélisme, jusqu'à presser une monnaie qui n'était valable que sur leur habitation. C'est-à-dire qu'on te paye en caïdon, quand je pense qu'il y a des rues caïdon en Martinique, il faut vraiment être schizophrène. Il y a des rues caïdon. On vous paye avec des caïdons, mais les caïdons, vous ne pouvez pas aller à Saint-Pierre acheter 1 kilo de bourre. C'est dans la boutique du maître qu'il vous faut dépenser l'argent. C'est abominable ce qui s'est passé. On n'est pas sorti du système. Hein. Quand vous êtes dans le système de l'assimilation, votre argent, on ne vous laisse pas aller à droite à gauche dans la Caraïbe. Votre argent, il faut le dépenser dans l'espace français. Mais oui, mais j'ai découvert qu'on ne pouvait même pas faire... alors, il y a une chose que j'ai découverte, c'est qu'on ne pouvait pas envoyer 5 € au Sénégal chaque mois parce que... Ou bien les frais sont tellement élevés. Non, mais même, en admettant que je veuille payer les frais, je participe à une affaire, une petite chose humanitaire, où chacun met 5 €, mais je pensais que ça aurait été simple de virer 5 €. Eh bien, on ne peut pas virer 5 € en Afrique. On ne peut pas. 5 €. Et quand vous virez 100 €, Western Union vous dit, attention, il faut qu'on vérifie, on vous empêche, on ne donne pas à la personne l'argent. Enfin, bref, fermons la parenthèse, parce que ce que je veux dire, c'est que ce système-là, comme vous dites, il est très actif encore aujourd'hui. Je reviens à Sacré Vagabond. Donc, on leur fait ça dès le 2e décret. Je passe les autres. Et puis, il arrive ce décret où on leur dit, à partir du moment où vous allez mettre le pied hors de l'habitation, étant donné que vous n'avez pas de maison, vous n'avez pas de travail et vous n'avez pas un employeur, vous êtes en situation de vagabondage. Donc, on va vous arrêter. On va vous emmener au tribunal, vous allez être jugé et condamné pour vagabondage. Et le décret qui réglemente le vagabondage, c'est... Je crois que c'est le 8. C'est pas le Vaillant, vous avez... Ah oui, non, mais Vaillant avait déjà, le gouverneur Vaillant... Parce que, alors, c'est Guédon, c'est la loi Guédon. Guédon va enfoncer le clou. Oui. Guédon va parfaire les choses. Mais le décret du 27 avril, le décret du 27 avril, il y a 3 décrets qui sont hideux. 27 mars. Du 27 avril 1848. Ça, c'est l'abolition, mais on a fait le décret après, quand on a commencé à faire venir les immigrants. Oui, mais ça, c'est après. Non, c'était l'année d'après. Enfin, mais c'est dans les années 53. Mais en 1847, dans les 11 décrets d'abolition, il y en a un qui dit que dès que vous mettez le pied dehors, vous êtes un vagabond, on vous arrête, on vous juge. Il y en a un qui dit, ce jugement, comme vous n'avez pas d'argent pour le payer, nous allons créer des ateliers
atelier de discipline dans lequel vous allez travailler gratuitement pour la colonie parce que vous serez condamné à une peine pécuniaire et vous allez aller travailler à raison de 1 franc par jour gratuitement pour la colonie pour payer votre dette. Et il y a un troisième décret qui va réglementer la vie dans les ateliers de discipline et c'est un nouveau code noir. C'est-à-dire qu'on va décider de comment les vagabonds, à quelle heure ils vont se lever, combien de temps ils vont travailler, qu'est-ce qu'ils vont, comment ils vont s'habiller, c'est tout juste, qu'est-ce qu'ils vont manger, dans quoi ils vont habiter. En réalité, ils ont créé un nouvel esclavage. Et c'est ça qui est abominable, c'est que, alors ce qui est curieux, c'est que ces lois d'abolition ont été votées pendant les 3 mois de la Révolution de juin en 1848. Ce n'est pas en 3 mois, quand Victor Schœlcher a été rappelé, manu militari d'urgence pour créer la commission d'abolition, c'est pas là que les gars se sont assis pour réfléchir et pour se dire, tiens, comment on va gérer ça? Ils l'ont fait très en amont, depuis les années 45. Mais ils n'ont rien fait du tout. Ils ont appliqué les choses qu'on avait, que les personnes, les créoles, ont réfléchi à l'abolition et ils sont arrivés, ils ont dit à la commission, voilà ce qu'on veut. Et il y a une petite phrase, une toute petite phrase qui les trahit, qui trahit ce piège qui a été fomenté. Une toute petite phrase qui se trouve dans le décret numéro 10, qui est un décret qu'on pourrait penser banal puisque il réglemente la possibilité pour ces nouveaux citoyens de rejoindre l'armée, parce que, ah oui, ils peuvent aller défendre la patrie maintenant. Et donc, on va les recruter pour ça. Et là-dedans, il y a une petite phrase qui dit, toute petite, perdue dans le tas, elle dit cette disposition a été approuvée par les colons reçus par la commission. Donc, les colons ont été reçus par la commission et les colons ont dicté leurs lois. Les colons ont dit, on ne veut pas être responsable des infirmes et des vieillards. On ne veut pas qu'il y ait des gens qui n'aient rien à faire. Il faut absolument que le travail soit obligatoire. D'ailleurs, ces gens ont poussé le machiavélisme jusqu'à vouloir, et c'est l'une des lois du 27 avril, que chaque année, le 27 avril, on va célébrer la liberté par une grande fête du travail agricole, parce que c'est le travail agricole qui bombe azote. Et Guédon le dit dans ses décrets, il le dit, ce n'est pas la peine que vous cherchiez à rentrer dans l'administration, ce n'est pas la peine que vous cherchiez à faire quoi que ce soit, vous devez être des agriculteurs, aller dans les champs, aider vos pères et vos mères à nourrir la nation, c'est le métier le plus valorisant qui soit, surtout pour vous. Donc, travail agricole. Alors, tous les ans, nous allons faire une grande fête avec tout l'apparat dont on pourra l'entourer. Et cette grande fête, attention, on va élire le meilleur travailleur dans chaque commune. Et alors, le meilleur travailleur, qui aura été surveillé toute l'année, parce qu'il ne faut pas qu'il ait été pris, c'est écrit une seule fois en état d'ébriété, c'est-à-dire que le type ne peut pas aller à une soirée belle et puis revenir un peu étourdi, là. Donc, il sera honoré, il va être sur l'estrade à côté des autorités, on va lui donner 1 hectare de terre. Et ces décrets, il y a une chose que j'ai découvert dans ces décrets abominables, comment les types ont pensé à créer le nègre contre nègre. C'est là que ça part. D'accord, on va en revenir. Mais c'est pas... C'est vrai que ça s'applique à l'abolition, au sortir de la condition d'esclavagie. On essaye, parce que c'est un système qui ne change pas, on essaye de garder la main, puisque ces gens-là, ils n'ont pas intérêt à ce que les esclavagés soient libres. Mais ce modèle-là, ce schéma-là, il est appliqué partout. Il est à l'université, on décore tout le temps. Il est dans la société, on décore tout le temps. Aujourd'hui, on a dit aux gens, là où vous êtes bien maintenant, c'est la musique. On a déplacé un petit peu. C'est la musique et éventuellement la danse, le sport. Regardez comment nos gens ici sont férus de sport. Beaucoup de décisions, d'argent investi sont consacrés
à former de bons sportifs que la France vient prendre, prélever et amener chez elle pour en faire des héros dont les retombées financières vont dans l'escarcelle de la France. Donc c'est un système qu'on a. La question que je me suis posée, que je me pose depuis toujours, c'est est-ce que nous comprenons bien que nous sommes la propriété de ces personnes? Parce que on peut, c'est vrai, faire des monographies et parler de manière un peu, très circonscrite autour d'un phénomène comme celui-là, comme l'esclavage et les décrets. Mais dans tout le reste, on est régi aussi par des décrets, on a la carotte, oui, rien n'a changé. C'est un système. Rien n'a changé. Oui, mais il faut que les gens qui le voient, qui comprennent un petit peu comment ça a marché, il faut qu'ils comprennent que ça signifie une seule chose. C'est que nous sommes la propriété des gens jusqu'à aujourd'hui, de ces gens-là jusqu'à aujourd'hui. Oui. Ça veut dire que quand je lisais tout ce que vous avez raconté sur l'école, cette folie que les gens ont, donc on va en parler tout à l'heure, d'envoyer les enfants à l'école après, une fois qu'ils sont libres, parce que pour eux, c'est enfin sortir des des champs de Cannes. Des champs de Cannes, et puis devenir des hommes, en tout cas, investis de savoir. Mais quand vous regardez, une des choses qui fait que nous sommes totalement entre leurs mains, c'est que jamais notre peuple n'a pensé un contenu de l'école. Il a pensé la structure, le fait que ça permet qu'on aille apprendre là, mais n'a jamais pensé le contenu. Et 300, 400 ans après, on en est à interroger le contenu de l'école qui nous décervelle, et personne ne trouve de solution à ça. Donc on est dans ces questionnements-là, c'est-à-dire que on peut vraiment discuter monographiquement, on peut vraiment voir aussi, même sur le sort des immigrés qui arrivent après, africains, chinois, indiens, on peut voir, on a monté les uns contre les autres en disant qu'ils étaient plus favorisés, etc. Mais on voit qu'en fait, les gens sont vraiment appropriés. Mais pour revenir à l'école, Juliette... Attends, je voulais juste lire, parce que la question, c'est pas de liberté pour les nègres, résumé de l'esprit du livre. Hein? Oui. Donc, on a parlé des trucs, mais à la page 108, vous écrivez ceci. Écoutez, avec Schellcher ou Vaillant, c'est toujours notre objectif qui est atteint. Et nos consignes ont toujours été claires. L'abolition, d'accord, mais surtout, pas de liberté pour les nègres. Dans tous les cas, nous sommes gagnants. Si Schellcher revient un jour au pouvoir, on sait que sur ce point, au moins, nous pourrons nous entendre. Et là, vous parliez donc de tous ceux-là qui sont soi-disant œuvrés à l'abolition, notamment ce Schellcher que beaucoup de gens vénèrent, mais ce ne sont que des degrés d'investissement dans la cause Béquet. Donc, au colon, il y a des gens qui sont féreux vraiment, qui s'occupent de cette cause de manière absolument, on va dire, engagés sans aucune vision pour les esclavages, enfin les nouveaux libres. Et puis il y en a qui pensent, oui, qu'il faut quand même leur laisser lever un peu la pédale, quoi, parce que là, c'est quand même, on abuse. Mais c'est toujours dans une forme d'humanitaire qui considère que l'esclavagé ou le nouveau libre est la propriété du blanc, et qu'il soit le bon blanc ou le mauvais blanc, ou bien le blanc, etc., il est celui-là qui pense cette posture du blanc vis-à-vis du noir, et puis du dominé d'une manière générale. Jusqu'à ce qu'il devienne lui-même créole. Ce qui est abominable, c'est que les mêmes personnes, et c'est ça qui est... on est devant une réalité... On ne peut pas faire semblant de ne pas la voir. Encore une fois, ce n'est pas nous qui avons écrit ces décrets. Ce n'est pas nous qui les avons édictés, qui les avons publiés, qui les ont signés. Les mêmes personnes qui ont dit... Mais on leur a fait confiance. Les mêmes personnes qui ont dit l'esclavage n'existe plus, ce sont les mêmes personnes qui vont signer pour tous les autres décrets où on va resserrer de toutes les manières possibles toute possibilité pour ces pauvres gens de s'en sortir. Prenons le cas de l'école, par exemple. L'un de ces décrets dit, à partir de maintenant, l'école sera rendue obligatoire pour les petits négrillons et sous peine de prison pour les parents qui n'enverraient pas leurs enfants à l'école.
Ok, c'est merveilleux. Donc effectivement, tous les parents envoyaient leurs enfants à l'école. Sauf que quand on s'est rendu compte que... On va pas garder les plus foncés, on va garder les plus blancs. Non, c'est-à-dire que aussi. c'est pire, même les plus clairs. Quand on s'est rendu compte que cette petite main-d'œuvre gratuite qu'il y avait sur l'habitation, qui rendait des services, qui faisait des commissions, qui apportait les tibandes. Et 3 ans après, ils ont mis l'école payante. Des gens qui gagnaient 1 franc par jour, qui devaient payer leur loyer, leur vie, la vie de leurs enfants, etc., étaient obligés de payer l'école. Il y a eu une flopée de petites écoles qui ont ouvert partout. Des gens qui savaient lire, écrire et qui faisaient des petites écoles pour les enfants. Eh bien, Guédon les a fait fermer. Toutes. Parce qu'il fallait que ces enfants-là reviennent très vite. Et je vous fais observer que rue Cazenègre, c'est 1956. Absolument. 100 ans après. Mantine est toujours dans la rue Cazenègre et elle ne peut toujours pas envoyer son petit-fils à l'école. Alors que le 27 avril 1848, il était prévu que l'école soit, qu'il y ait une école pour filles et une école pour garçons. Donc ils ont gardé par décret une école pour garçons, mais agricole. Une école où les petits garçons vont apprendre à venir cultiver la terre. C'est ça qui était bon, Tineg. Et voilà. Et tout ça, c'est là-dedans. Il y a quand même, puisque vous avez évoqué la question du nègre contre nègre, que moi j'appelle la question du colorisme, il y a quand même, dans le peu d'ouverture qu'on a, une catégorie sociale à laquelle on offre plus d'opportunités que l'autre. Et c'est vrai que les mulattes ou les enfants clairs de peau vont se trouver favorisés. Donc ce racisme qui se trouve entre les groupes, enfin que les Blancs manifestent ont organisé contre les Noirs, eh bien on va le reproduire, nous, en intragroupe, en dedans. C'est pire que ça encore, parce que les mulâtres ont obtenu les droits civiques en 1830 quelque chose. Les années 30, 1833. Voilà. Mais ils ont été assassinés. Ils ont obtenu les droits civiques. Donc, ils avaient déjà une certaine... ils s'épanouissaient déjà de certaines manières. Mais là où le nègre contre nègre a été pensé et réfléchi, c'est que quand ils ont organisé l'atelier de discipline, ils ont dit, voilà comment ça va être fait. C'est fait de manière militaire. Là où les vagabonds iront purger leur peine. Ils ont dit, on va avoir des escadres. Chaque escadre, il y aura comment on appelle ça, des équipes. Chaque équipe, il y aura un chef qui sera blanc et tous les autres seront choisis parmi les vagabonds. On va les élever au grade de surveillant, sous-surveillant, sous-sous-sous-surveillant. Et on va les payer. On va dire tant de centimes. Celui qui va travailler pour rembourser sa dette, il va gagner 20 centimes par jour. Mais celui qui sera chargé de le surveiller va lui gagner 50 ou 75. Et ça monte de grade en grade. Une personne qu'on a arrêté, condamné pour vagabondage, qui se retrouve dans cette situation, pour la première fois de sa vie, on lui donne un pouvoir. On lui dit, on va veiller ses camarades, et puis nous allons payer pour ça. Et au-dessus de lui, il y avait un autre qui les surveillait et qui était payé pour ça. Et puis il y avait encore un autre qui les surveillait et qui était payé pour ça. C'est-à-dire qu'ils ont institué des strates dans cet atelier de discipline où certains avaient un petit pouvoir avec un petit pécule pour pouvoir tenir leurs frères par la gorge. C'est abominable. Mais c'est en même temps, c'est un principe dans le système français qui est appliqué jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Les Français sont l'un des seuls peuples à ne pas dire leur salaire, à ne pas aimer dire leur salaire. Donc nous qui sommes des sous-produits de cette culture-là, nous faisons pareil. Mais cette hiérarchisation des fonctions et puis leur objectif, ça existe aussi pendant
pendant l'hécatombe juive, etc. On l'a vu. C'est juste que la question de la race qui est utilisée comme un puissant ferment dans ce système hiérarchique fait que les gens font un lien entre le fait de recevoir ce pouvoir, d'être plus ou moins clair de peau, de recevoir plus ou moins d'argent. Et c'est ça qu'on appelle le colorisme et la hiérarchisation qui va faire que, voilà, le blanc, il joue sur un tas de petits phénomènes en même temps qui vont se conjuguer dans la structuration dans la tête des gens de comment fonctionnent les choses finalement. Le résultat aujourd'hui, c'est qu'on vous dit les nègres n'aiment pas être dirigés par des nègres. Ce sont des choses que nous répétons. Mais quand nous savons comment elles sont construites, ben on voit. Moi, j'ai vu, je sais, les petits contremaîtres français qui sont des personnes qui n'ont pas trop d'instruction, pas trop de diplômes, qui sont utilisés de la même façon dans leurs équipes, ils sont infernaux. Ce sont des gens qu'on ne supporte pas, qu'on a envie. Mais le grand chef, donc, ce sont des stratégies qui existent. Alors, je voulais montrer à nos amis, si vous voulez, pour aller aussi un peu plus loin dans la réflexion, de Michel Foucault, cet ouvrage que vous connaissez peut-être, hein, Surveiller et punir. Et vous verrez que tout ce qui a été vécu dans l'esclavage, parce qu'on vous fait penser que c'est parce que c'était des nègres qu'on les traitait plus mal que les autres. En fait, les Blancs se sont fait aussi toutes les calamités. C'est juste que comme ils avaient des nègres sous leur et qu'ils leur faisaient beaucoup, beaucoup de mal, parce qu'on va parler, vous avez beaucoup parlé de la méchanceté, donc on va en dire deux mots, bien comment ils leur faisaient beaucoup, beaucoup de mal, ils ont utilisé la question de la race pour neutraliser ce groupe avec qui, dont ils disposaient très librement. Donc ça, surveiller et punir va vous donner beaucoup d'outils pour comprendre. Des outils. Et puis, moi, ce que je voudrais, en fait, c'est que nous arrêtions de penser que nous avons été, parce que quelque chose en nous prédisposait les autres à se comporter comme ça, ou que nos ancêtres, que nous avons été vraiment, véritablement, une sous-humanité qui méritait ces traitements-là. Je ne voudrais pas laisser les gens continuer à penser comme ça. Je voudrais que vous compreniez qu'ils se sont aussi fait les pires choses qui existent, mais une fois qu'ils sont dans les colonies et qu'ils sont dans... Tout à l'heure, vous disiez qu'ils se comportaient comme des dieux, et moi aussi je le pense, et ils sont dans ce qu'on appelait des États au petit pied. L'habitation, c'était un État au petit pied. L'État ne pouvait pas jeter un œil là-dedans. Ils ont fait, agi et géré, dirigé comme ils le voulaient. Donc l'esclavager était totalement soumis à leur arbitraire. Donc ça donne une idée de comment la question de la race va se mêler à ça. Et la somme de mauvais mots, de mauvaises idées sur les Noirs qui existent dans notre vocabulaire, dans notre façon de nous regarder comme des personnes pas dignes de valeur, vient de cette racisation ou racialisation. Mais vous allez voir, lisez, ouvrez votre esprit, vous allez voir qu'ils se sont fait aussi. D'ailleurs, ils l'ont fait aux Juifs il y a plus récemment. Mais ce qu'ils ont fait aux Juifs ne ressemble pas à ce qui s'est passé pendant l'esclavage, mais ça ressemble à des choses qu'on trouve dans leurs livres en 1700. Et Foucault vous donne de vrais exemples. Et c'est vraiment à vous faire dresser les cheveux sur la tête. Donc, c'est juste que vous devez savoir que dans la position de dominer où vous étiez, où les ancêtres étaient, eh bien, voilà, on a utilisé leur couleur pour faire quoi? Qu'ils étaient des êtres, la lie de l'humanité. C'est faux. Parce que les Noirs, dans toute l'histoire, et... voilà, vous parlez beaucoup d'un mot, on va aussi en dire deux mots. Les Noirs ont montré, parce que ne croyez pas que c'est qu'à la Martinique, hein, ils ont montré qu'ils étaient créatifs, inventifs, résistants, et ils ont surtout aidé les êtres, les Blancs, à rester des êtres humains. Parce que, de Dieu qu'ils se croyaient être, ils n'avaient pas de limites. Et ce sont eux, les esclavagés, qui leur ont donné ces limites pour les rendre, les laisser, on va dire, évoluer dans des cadres qui les rappelaient à leur petite humanité, quelque niveau qu'elle était.
qui était... Mais Juliette, voilà. le sacré vagabond, justement, pour alors, confirmer... pourquoi le mot? Voilà, pour pourquoi confirmer, le mot, hein? C'est que ceux qui ont dit, à qui on a dit, vous ne pouvez pas quitter l'habitation. Ah ben pourquoi? Parce que si vous quittez l'habitation, c'est pour aller en prison. Parce que l'atelier de discipline, c'est une prison. Donc il vaut mieux rester dans la prison que vous connaissez, l'habitation. Mais vous disiez qu'ils avaient proposé autre chose, hein? Ils avaient proposé autre chose. Non, il n'y avait rien, il n'y avait aucun choix. Vous avez dit, il y a deux choses que j'ai relevées au lieu de l'atelier de discipline, hein, vous avez mentionné autre chose qui faisait que c'était plus humain. Je vais retrouver tout à l'heure. En fait, c'était la seule alternative qu'ils avaient, c'était ça, c'était se retrouver en atelier de discipline. Alors, ce qui est intéressant, c'est que une fois qu'ils avaient purgé leur peine, c'est-à-dire qu'ils avaient remboursé leurs dettes et qu'ils se retrouvaient dehors, ils étaient de nouveau des vagabonds susceptibles d'être arrêtés. Donc, il y en a qui ont passé leur vie en atelier de discipline. Mais ceux qui ont dit non, je refuse. Je n'ai pas passé 20 ans, 50 ans, 60 ans en esclavage pour me retrouver encore à rester dans l'habitation pour travailler gratuitement pour le maître. Je pars. Je vais aller dans un fond. Je préfère risquer de me retrouver avec des bêtes sauvages dans la truc, mais je refuse cette situation. Pour moi, c'est de l'héroïsme. Eh bien, c'est eux qu'on va appeler des vagabonds et des vagabonnes. Mais est-ce que ça a un lien avec... voilà, vous aviez parlé d'habitation pénitentiaire. Alors ça, c'est Schellcher qui proposait ça. Oui. Ça, c'était la solution de Schellcher. Ça n'a pas été choisi. Ça n'a pas été appliqué, mais il y avait cette possibilité aussi. C'est Schellcher qui disait que... comme quoi il était vraiment d'accord avec ces mesures iniques et cyniques. C'est qu'il dit, ils vont purger leur peine dans une habitation. Parce que quand Schellcher va voir ce que les gouverneurs vont faire, Guédon et sa suite, ce qu'ils vont faire après l'abolition, il va être écœuré. Il va lui-même être écœuré. Et c'est là qu'il dit, mais moi, les habitations pénitentiaires, c'était quand même plus humain que ces ateliers de discipline. Il l'écrit, ça. Pardon. Donc, voilà. Et alors, aujourd'hui... Donc le vagabond, c'est pas le nègre-marron. Le vagabond, c'est celui qui a dit non, qu'il préfère. Mais c'est pas celui qu'on appelle nègre-marron. Non, pas du tout. Le nègre-marron, c'était pendant l'esclavage. C'est ça. Donc le vagabond, il naît finalement avec dans la société post-esclavagiste. Il y avait déjà des lois contre le vagabondage, forcément. Oui, parce que ceux qui étaient libérés, qui étaient que les maîtres mais elles n'ont été systématisées qu'après. Mais là, ça a été un décret. Pénalisé. C'est ça. Alors, ils naissent en masse en 1848 avec tous ceux qui ont dit « Ah non, on part. On reste pas là, on s'en va. On va aller se cacher, on va vivre dans les bois, on va vivre... parce que ça, c'est aller tellement loin. Schellcher le décrit dans tout son écœurement. Il explique dans un livre qu'il publie sur la question que l'histoire allait jusqu'à ce qu'un homme, dit-il, qui a fourni sa somme de travail pour se nourrir et qui décide qu'il travaille 3 jours par semaine et qu'il prend 3 autres jours pour aller à la pêche, etc. Eh bien non. Le maire de la commune est dans l'obligation d'aller voir s'il remplit toutes ses journées avec son travail. S'il a des journées de libre, eh bien, il ira sur une habitation pour travailler. Pour ceux qui restent sous la domination, ici, voilà. Mais le vagabond, comme vous l'appelez, donc le vagabond, il dit j'ai besoin, j'ai besoin de 2 jours, je disparais. Il dit je refuse. Il dit moi je ne reste pas là. Lorsque les gendarmes vont passer d'habitation en habitation pour leur dire ouais, mais maintenant vous êtes chez le maître, vous devez travailler pour lui, vous allez payer un loyer, etc. Ils disent non, ils s'en vont. Et alors là, ils deviennent des vagabonds et des vagabonnes. Et vagabonne, c'est pire. Parce que vagabonne, c'est vagabond plus pitin. Voilà. Donc ces gens qui ont posé cet acte d'héroïsme de dire non à ce moment-là, en prenant le risque d'être pris et d'être remis en prison, qui sont des héros de notre histoire, eh bien, ils sont devenus la lie de la société. Eh bien, vous avez un bel exemple avec Éloi. Voilà. Éloi qui dit « pas moins pièce ».
J'ai refusé, je refuse toujours cette liberté-là. Hein, j'ai dit non et je me suis enfuie comme la plupart d'entre vous. Alors, on va penser que je suis fou, décervelé, inconscient même. Mais je suis très conscient de ce que je fais, de ce que je veux. Je préfère dormir en prison que dans le parc du Béquet. En attendant, j'évite de me faire remarquer. Je dors sous les feuillages, dehors, et je fais tout pour retarder le moment où je vais encore me retrouver dans leurs ateliers et autres. Ça, c'est Éloi. C'est un vagabond. Un bel exemple de vagabond qui refuse donc l'ordre. Un vagabond. Et alors, comment expliquer que ce terme qui désigne des héros, des gens qui ont dit non à ce moment-là de notre histoire, soit devenu celui qu'on utilise le plus couramment pour nous insulter. Comme on utilise Viennet, qui nous a donné toute la civilisation dans laquelle on est. Et quand on dit c'est bagaille Viennet, il n'y a rien de plus noble que ce qui a fait de nous ce que nous sommes. Voilà. C'est ça. Voilà, donc Sacré Vagabond, ce titre s'est imposé à moi parce que cette insulte, en fait, c'est une insulte à la mémoire de nos ancêtres. Mais c'est l'une des plus grosses insultes à la mémoire de ces héros. Votre désir de liberté, parce que vous n'avez pas droit à la liberté. Non. Donc c'est insulter aussi, faire remarquer que ça, c'est une valeur trop noble pour que vous puissiez prétendre... Mais c'est ce que Napoléon, et c'est ce qui m'a le plus choqué quand j'ai visité le Mémorial Acte en Guadeloupe, qui est une abomination. Une abomination, tout à fait. Ce qui m'a le plus choqué, c'est de voir ce portrait à peu près sur 3 mètres de haut de Napoléon au fond d'un couloir rouge, c'est-à-dire que le type, on lui a donné un quart du lieu pour le mettre en valeur. Et la seule chose dont on dit de Napoléon au Mémorial Acte, on ne dit pas qu'il a rétabli l'esclavage avec des centaines de morts sur la place Bertin. On ne dit pas que les colons c'était des Français, on ne dit pas non plus. Et la seule citation, c'est Napoléon qui dit « La liberté est un mets trop délicat auquel l'estomac des nègres n'est pas préparé ». C'est tout ce qu'on dit de Napoléon et de l'esclavage au mémorial. Les nègres qui ont installé ce mémorial, c'est incroyable. C'est un exemple. Bon, je pense qu'ils l'ont. C'est incroyable. Ils ont gardé l'extrait parce que probablement que ça reflète bien ce qu'ils sont. Parce qu'on ne peut pas décider qu'on fait un tel musée, même si c'est la France qui dicte ses lois. Mais vous connaissez votre histoire. Vous n'allez pas faire un effet de simagrée. Parce que la Guadeloupe a payé un lourd tribut à ce rétablissement de l'esclavage. Mais c'est abominable. Oui, mais les gens qui sont les gens qui ont été chargés de ce projet-là, ils ne sont peut-être pas martiniquais comme on le croit. Moi, je ne pense pas qu'il l'était. Moi, je pense pas qu'il l'était. Voilà. Parce que je vous dis, mais il y en a qui ont collaboré. Alors, vous savez, une autre chose qui m'a choquée aussi. Vous êtes allé. Ah, je suis allée plusieurs fois, je l'ai bien étudié. Vous avez vu la case? Absolument. Alors, on arrive, on trouve une case, mais dans un bois. C'est-à-dire que moi, j'aurais habité là. Jusqu'à aller habiter là aujourd'hui. Et puis, la seule petite explication qu'on vous donne, et dans la case, il y a un lit, il y a une étagère avec une photo de Jésus, une photo de la Vierge. Et on vous dit que la seule explication pour vous parler de l'habitat de nos ancêtres, c'est que c'est un petit texte qu'on vous dit que les cases finalement étaient très belles et que vraiment très agréables. Non, moi j'ai failli m'évanouir dans ce livre. Moi je crois que nos gens prennent des libertés. C'est normal que les Français ne nous respectent pas. Ah non, c'est incroyable. Parce qu'on ne peut pas aller aussi loin dans le reniement de soi et croire que les gens qui nous ont demandé de faire de tels compromis vous ont demandé que vous ayez pu vous soumettre. Ça. Donc ceux qui ont conçu le mémorial sous bien sûr la houlette de la France sont des gens qui ont de gros problèmes avec eux-mêmes, qui ont accepté de transmettre une histoire parce que les gens viennent du monde entier pour regarder cette espèce de sacrilège que constitue le mémorial Acte, et je le dis comme je le pense, parce que je suis retournée plusieurs fois pour être sûre que je ne me trompais pas. Et donc je dis, on ne joue pas avec l'histoire de son peuple de cette façon-là. Et je l'ai dit ailleurs, il y a des gens parmi nous, des nôtres, qui disposent de notre histoire, de notre vie de communauté, pour faire les compromissions qui leur permettent d'avoir leur poste et leur petite carrière réussie, qui s'emparent
de tout le patrimoine, de tout ce que nous sommes, pour le vendre, faire des compromis et se placer sur l'échiquier de la civilisation qu'ils ont en admiration. Donc ça, c'est un combat qu'il faudra mener aussi parce qu'on ne peut pas laisser les choses, des gens disposer de notre histoire à leur guise. D'ailleurs, les gens sortent du Memorial Act en dansant. C'est ça. Et la plus grande partie des notes qui sont mises dans le cahier d'or, dans le livre d'or, c'est super la musique. Ouais, ouais. Super la musique. La musique est géniale. Et puis, il y a sorti, il y a dansé. Mais ça se termine. En plus, c'est les successions de machins, d'églises, de francs-maçons, de carnaval, de costumes, de tout. Cette installation. Et puis les Américains qui atterrissent ça tout d'un coup, les Afro-Américains, avec des films, heureusement d'ailleurs qu'ils en ont fait, puisque eux n'ont pas jugé bon de travailler sur les sujets, mais les Afro-Américains l'ont fait. Alors, on revient, donc vous avez compris, chers amis, que pour Imanié, Sacré Vacabon concerne donc Zahir et Théophile concernaient la première période pendant l'esclavage et ce deuxième ouvrage concerne donc ce qui s'est passé à l'abolition. Post-esclavagiste, c'est-à-dire après la révolution anti-esclavagiste qu'ils ont menée, mais qui n'ont pas été ceux-là qui l'ont, on va dire, organisé pour que leur liberté soit effective. Oui. Les institutions françaises et coloniales se sont emparés de cette liberté. Il était question de protéger le maître, les colons, pour qu'ils ils gardent leurs privilèges et le pouvoir. Ils ont créé avec, vous avez parlé de la Banque coloniale. Ils ont touché, alors ce qu'il faut que les gens sachent, par décret, vous disiez, c'est que par décret, allé très vite. Il s'est allé très vite, c'est-à-dire que 2 ans après l'abolition, ils ont touché l'équivalent de 500 francs or de l'époque, ce qui correspond à 1 200 € d'après mes calculs, mais je peux me tromper. Par tête d'esclave libérée. On a compté, c'est des milliards d'euros aujourd'hui. Par tête d'esclave. Oui. Eh bien, il y en avait 77 000 en Martinique. Certains ont doublé leur fortune, d'autres ont refait leur fortune grâce à l'abolition, tout en maintenant les nègres sur l'habitation. Eh bien, 2 ans après, on leur a donné la moitié en argent, frais. Et 2 ans encore après, donc vers 1853 ou 54, avec les autres 50%, ils leur ont permis de monter la première banque coloniale qui est restée, qui est devenue le Crédit martiniquais, le Crédit guadeloupéen. C'était la banque coloniale. Voilà. Donc, l'abolition de l'esclavage fut une aubaine pour les créoles. Ils ont tout gagné. Ils ont gagné de l'argent. Pour maintenir, parce que les anciens esclaves, soi-disant nouveaux citoyens, sont passés de propriété des béquets à propriété de l'État. Parce que l'État les a rachetés. Absolument. Bon. Et quand on parle... En payant ce qu'on appelle aujourd'hui des réparations. Oui, des réparations. Qu'ils nous refusent. Mais les réparations, Périnon, on parle dès mai 1848. Hein. Il dit qu'il faut réparer. Il faut réparer pour ces gens. Donc, mais personne ne l'entendra. Et même encore aujourd'hui, 180 ans après, vous dites réparation, on pense que vous êtes vénal et que vous voulez vendre le sang de vos ancêtres. Non, mais c'est abominable. Donc, on a réparé pour eux. Ils ont tout gagné, mais tout. C'est-à-dire qu'ils avaient intérêt à ce qu'il y ait cette abolition. Ils gagnaient de l'argent. Ils gardaient leurs nègres sur leurs habitations dans leurs mains. C'est-à-dire que c'est eux qui les logeaient, qui les nourrissaient, moyennant argent. Et ils ne pouvaient pas, ces pauvres gens ne pouvaient pas aller ailleurs. C'est abominable. Il y a eu des formules différentes, mais quand ils ont eu le sentiment, justement, que les Noirs devenaient trop arrogants, comme ils le disent, avec beaucoup de guillemets pour nous, ils le disent. Eh bien, qu'ils voulaient être versés dans le salariat, un système donc équitable, travail contre salaire, eh bien, ils ont décidé de casser ces revendications et de faire venir des immigrés pour faire casser les prix. Absolument. Donc effectivement, l'immigré
est protégé par tout un système de lois. Et puis pour punir aussi, pour punir ceux qui disaient maintenant on va travailler pour vous, mais vous allez nous donner notre juste salaire. Non, mais c'est ça. Donc on les mettait dehors. Pour les mettre en concurrence. On les mettait dehors, on les mettait en situation d'être des vagabonds, donc pour aller travailler gratuitement pour l'État. Et puis il fait autres que il fait venir indien, et puis il fait venir congolais, et puis il baille au moins ce que ça. Non, mais et en même temps, c'était particulier parce qu'il y avait un système de décrets, de lois qui protégeait ces personnes, mais le salaire, il était fixe, il ne pouvait pas bouger. Et puis il était fixé par eux unilatéralement. Oui, mais il était fixe et du coup, l'immigré se trouvait plus protégé que l'autochtone, en fait, à ce moment-là. Et c'est ça qui a fait qu'il y a eu de grosses polémiques par les mulâtres de la colonie qui avaient espéré que l'abolition serait pour eux l'opportunité de prendre un peu de pouvoir. Donc du coup, ils font venir des travailleurs émigrés pour créer la concurrence entre les travailleurs. Et c'est pour cela qu'on a appelé, c'est surtout les Indiens qui ont hérité de ça, de cette appellation de traîtres, de jaunes, de briseurs de grève, parce que leur immigration a duré 30 ans, alors que celle des Africains a duré 7 ans et celle des Chinois à peine une année. Oui, très Donc peu de temps. c'est parce que les Indiens ont été là plus longtemps qu'on a eu le temps. Mais pour les gens qui croient que c'était des gens qui ont facilité la vie aux colons, ils se trompent. Ils se trompent. J'ai écrit un ouvrage, ils ont fait leurs colons manger la vache enragée parce qu'ils n'ont pas accepté qu'on viole les termes du contrat comme ça. Et en fait, ils brûlaient. Eux, les Indiens résistaient par le feu. Ils ont brûlé des cases à bagages. Mais ça, c'était déjà les pratiques des Africains dans les plantations. Donc, les travailleurs étaient ensemble, ils connaissaient leurs techniques, ils échangeaient et ils brûlaient. Et il y a eu beaucoup de coalitions indo-africains, africains-indiens qui ont pris des canaux et qui sont partis dans les îles voisines quand ils ont monté entre guillemets des complots pour s'échapper des plantations. Mais enfin, là on retrouve ce qui est intéressant, on retrouve donc dans toutes les lois que vous avez décrites, qui parlent beaucoup des techniques de punition, de comment on appelle ça, de la ronde qu'on mettait autour, enfin qu'on faisait les esclavagés formés pour quand on punissait, de la peur. On a vu que la connaissance qu'ils ont du fonctionnement du cerveau fait qu'ils savent qu'il y a une glande dans le cerveau, une partie dans le cerveau qui enregistre, qui s'imprègne, qui enregistre et qui inhibe la personne. Donc chaque fois que vous avez envie d'aller contre, c'est pour cela qu'on dit que nos gens ont peur. La peur, chez nous, c'est un discours assez classique, mais on n'a pas étudié cette peur-là. Oui, la peur. Donc comment elle a été instillée dans le corps des gens et comment elle est devenue épigénétique puisqu'on se la transmet de génération en génération. Et il y a un gros travail aussi à faire. Vous parlez beaucoup de la méchanceté, des degrés, donc entre méchanceté et cruauté, et degrés de méchanceté. On a le suicide, ça c'est intéressant de voir comment, et là on est au summum de la cruauté quand on voit que Zahir va prendre la décision, le corps en lambeaux, d'aller se jeter dans la rivière et mourir, parce que mourir à ce moment-là, alors qu'elle voulait vivre avec Théophile, mourir devient une délivrance bien plus supportable, enfin bien plus souhaitable que... En tout cas, mourir, c'est se soustraire à l'inhumanité. Absolument. Pour elle, le suicide. Voilà. Et puis il y a une autre partie dans le texte où vous parlez beaucoup de suicide, beaucoup de suicides. C'est-à-dire que ce sont comme les infanticides aussi. Oui, ce sont des témoignages j'ai utilisé des témoignages parce qu'il y a un héros blanc dans cette histoire, comme il y avait le juge dans Zahir et Théophile, Monsieur France. C'est ça, Joseph France. Monsieur Joseph France. Pas 59, Monsieur Joseph France mériterait, à la place de certaines statues d'esclavagistes qu'on nous fait adorer, Monsieur Joseph France aurait sa place dans une de nos rues et dans un de nos socles. Parce que Monsieur Joseph France, c'est ce gendarme qui vient en Martinique dans les années en plein esclavage, vers la fin. Il est commandant de gendarmerie.
Et lui, il est pétri de sa mission. Être gendarme, c'est servir, c'est être au service, etc. Et quand M. France arrive et qu'on lui demande de commander la gendarmerie du pays, il regarde ce qu'on demande à ces gendarmes de faire. Et il dit non. Il dit non. Il dit, moi, je ne suis pas venu... ça n'est pas mon métier de venir ramasser une pauvre malheureuse à qui on vient d'infliger les 4 piquets. Ce n'est pas mon travail, mais c'est M. France qui le dit. Qu'un maître venait d'assassiner littéralement. Voilà. Et il lui dit, emmenez-moi ça, enfermez-moi ça. Donc il dit non, ce n'est pas mon travail. Il faisait ces gendarmes remonter sur leurs chevaux et puis ils rentraient à la caserne. Et M. France... C'est une honte d'avoir traité des gens comme ça. Et monsieur France a scrupuleusement noté toutes les interventions qu'on lui a demandé de faire durant le peu de temps qu'il a fait, parce que très vite, les géreurs se sont plaints. Oui, mais le gendarme, il vient et puis finalement, c'est nous qui l'accuse. Donc, monsieur France, il a envoyé très vite en France. Et il a écrit un livre. Et que vous citez, page 59, il a écrit un livre. La vérité, voilà. ou les faits ou l'esclavage à nu dans ses rapports avec les maîtres et les agents de l'autorité avec pièces justificatives. Il a pris le temps de consigner dans un ouvrage tout ça. Toutes les méchancetés qu'il voyait faire par les maîtres. Exactement. Voilà. Et donc, comme on l'a fichu dehors et on l'a mis en congé avec solde, comme on n'avait rien à lui reprocher, donc on lui a dit, bon, rentrez chez vous, on continue de vous payer. Les gendarmes qui viennent nous taper dessus, là, aujourd'hui, doivent connaître M. France. Parce que si aujourd'hui, on parle de M. France en bien, c'est parce que M. France a fait ce qui était bien. Il a été juste, en fait. Il a fait ce qui était mission. Le bien. Il a fait son travail avec conscience, avec justice. Et aujourd'hui, on parle de lui. Et il y aura un monument pour M. France. Combien de gendarmes vont laisser leur marque dans ce pays en ayant fait le bien? Il devrait s'inspirer de M. France. Et puis c'est ça. Alors, il y a une manière un petit peu brute, aveugle, de taper sur... On tape. Non, de taper sur des masses noires, en fait. Ça n'a pas de corps, ça n'a pas d'âme. On voit des masses noires. C'est vraiment un dressage à la façon dont Pavlov parlait. On conditionne les gens à ne pas voir des traits, des personnes, des âmes, des corps, à ne voir que des masses. Et donc, dès que la couleur est la bonne, on tape dessus et puis on peut aller dans cette espèce de folie aussi qui s'empare de ceux qui ont des accès de violence non contrôlés. On extermine l'autre, on l'écrabouille parce ils n'ont pas ces limites et ils sont sur le même modèle construit. Ils ont le droit. Non, mais ils sont construits sur le même modèle dans tous les endroits où ils ont installé leur apartheid, leur violence contre les nègres, leur appropriation de territoires qui n'étaient pas à eux, et le fait qu'ils sont venus avec leurs institutions et qu'ils l'imposent aux autres. Alors, vous parliez aussi du champ de résistance. J'ai trouvé ça. Je trouve que c'est intéressant puisque dans toutes les luttes sociales, les classes défavorisées, ici il s'agit des esclavagés, ont inventé des champs de résistance. Et nous en avons. Alors, si je me permets encore de vous citer, si vous avez envie de voir un petit peu d'aller au-delà, parce que nous avons l'exigence aussi de nous enrichir de notre histoire. Vous avez le peuple du blues de Leroy Jones. Il parle donc des Américains, mais il parle beaucoup de nous, en fait, puisque on se ressemble incroyablement. Je ne sais pas comment on a fait pour se tenir écarté. Bien sûr qu'il y a des systèmes, mais dans les réactions, les résistances, c'est les mêmes peuples, Ce sont les mêmes peuples soumis aux mêmes pressions. Et à la même famille de cruauté, il faut bien le dire. Parce qu'on essaye de nous expliquer que, oui, ces blancs-là ne sont pas les autres, mais on voit bien quand même que c'est une famille qui a fait la... voilà. Et puis, vous aviez, dans le travail de réflexion, enfin d'éveil, peut-être des consciences, vous avez créé, enfin, eux-mêmes ont créé un oxymore, c'est esclaves et citoyens français, qui relève... Nouveaux citoyens. Mais ça relève d'un bricolage incroyable. Quand on regarde sur le plan juridique, sur le plan administratif, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Un esclave
et dont on fait un citoyen. Ça va dans les deux sens. Pour moi, c'est ce qu'on appelle en sociologie du bricolage, c'est-à-dire que face à la nécessité de trouver des statuts ou bien de mettre une nouvelle société en ordre, soi-disant, eh bien, on va créer des termes, mais qui n'ont pas de sens. Mais puisque vous expliquez bien comment, finalement, les maîtres sont restés les maîtres, ils ne voulaient pas voir en eux des hommes libres, le mot citoyen n'a aucun contenu. Sauf que, si vous êtes citoyen, votre premier devoir est de payer l'impôt. Oui. Mais vous n'avez pas d'argent pour le faire. Non, mais il payait l'impôt. Hein. Une partie de la population payait. Tous les nègres étaient assujettis à l'impôt. C'est-à-dire que l'une des premières choses qu'on leur a dites, vous êtes libre, donc vous êtes citoyen, donc être citoyen, c'est payer l'impôt. Oui, mais enfin... Bon, tout ça, ça participait du même piège. En fait, c'est un piège qui s'est refermé. C'était un piège, et puis en même temps... Un piège grossier. Oui, mais en même temps, face à la réalité, c'était une obligation. Face à la réalité, les 3/4 ne pouvaient pas payer d'impôts parce qu'ils n'avaient pas... Mais ils allaient en atelier de discipline. Parce que justement... Alors, attendez, c'est intéressant ça. Je vais vous dire pourquoi. Non, on leur prenait leur travail. Ils ont inventé le contrôle de ceux qui payaient leurs impôts et qui ne payaient pas leurs impôts. C'est-à-dire que ces gens ont institué ce qu'on a appelé le livret. Ah oui? Le livret, tout nègre ou négresse à partir de 16 ans, l'âge de 16 ans, devait, s'il se trouvait hors de l'habitation, produire à la moindre demande son livret à jour. Et les immigrants aussi? Pour que le livret soit à jour, il fallait aller à la mairie une fois par an pour que le maire vise. Et viser, ça voulait dire quoi? Oui, cette personne est à jour de son impôt. Oui. Ou de travail qu'il avait fait. Non, son impôt. Il a payé l'impôt. Celui-là a payé l'impôt, donc je le confirme en mettant ma signature sur le livret. Donc, tous ceux qui ne pouvaient pas payer leur livret et qui ne pouvaient pas le mettre à jour, et ceux qui ne payaient pas leurs impôts, si on les attrapait, atelier de discipline. Oui, on leur prenait le travail. Ils ont inventé on leur prenait le travail. La contrainte par corps pour le non-paiement de l'impôt, alors qu'à la même époque, c'était interdit en France. Bien sûr. En France, on ne mettait pas en prison des gens. Colonies, eh bien, ici, oui. Les colonies, dans les colonies, on est habitué à tous les trucs. Enfin, j'ai beaucoup étudié la question pour les Indiens, parce que j'ai écrit, et les Africains et les Chinois. Et la question du livret, elle leur a vraiment pourri la vie de manière... Parce qu'ils n'avaient pas les moyens de payer. Non, ils ne pouvaient pas payer. Mais on leur prenait on les obligeait à rester sur les plantations. Et la difficulté, c'était qu'ils ne voulaient pas y rester parce qu'on ne les payait pas et ils ne supportaient pas les maîtres qui ne les payaient pas et puis qui ne supportaient pas, on les maltraitait. Et du coup, eh bien, on leur prenait le travail de force. C'était la contrepartie. Mais bon, il y a eu des cas de figure où... Voilà. Ils se sont vengés, ils ont brûlé les habitations, mais il n'y avait pas que ça. Ils ont beaucoup porté plainte contre les maîtres, hein. Beaucoup. Oui, il y a beaucoup de... Alors, on en a déjà pendant l'esclavage, les esclavagés qui osaient faire ça étaient... Et dans votre livre, on retrouve beaucoup cette expression, comment on a osé répondre aux maîtres, oser le regarder dans les yeux, oser, parce que ça m'a intéressée dans la mesure où il y a comme ça, de manière diffuse, une réflexion sur les postures des corps, comment la domination et le refus de reconnaître dans l'autre un être humain passe par un certain nombre de postures, et l'autre, le dominé, il les intériorise, incorpore, et dans la façon qu'il a de baisser la tête, d'incliner, d'avoir un corps qui dit la soumission, parfois pour faire semblant de montrer au maître qu'il est... Eh bien, ça reste là et on a inventé des termes, des expressions, on n'a pas le doigt. Et les béquets, les colons, d'ailleurs, quand ils les regardent et que le nègre soutient leur regard, ils sont dans un émoi. Ils se disent, mais comment ils regardent fixement, ils ne baissent pas les yeux. Et du coup, on a toute une réflexion aussi sur... enfin, pas une réflexion. Disons que dans les
commentaires que vous faites, etc., on voit présente cette dimension des corps et du corps dominé. Comment il se tient, comment il se comporte, et comment, lorsque à l'abolition, il y a là une sorte d'institution qui va dire maintenant on est libre, comment tout d'un coup les corps vont se redresser, les regards vont se devenir fixes. Et puis ils vont dire non. Ils vont dire non. Disent non. Et puis comment, justement, ça va donner, ça va provoquer chez le colon une forme d'exaspération qui va déchaîner sa violence, alors qu'il est naturellement violent. Et comme vous parlez beaucoup de méchanceté, j'avais envie de vous entendre un petit peu là-dessus. Qu'est-ce que cruauté, méchanceté, comment vous avez expliqué ce besoin, malgré le fait qu'on domine totalement et qu'on a l'autre sous son joug? On n'est pas... Voilà, il ne peut presque pas bouger. Quand on voyait Zahira avec son carcan qui était déchiqueté, elle ne pouvait même pas bouger le cou, etc. Comment expliquez-vous ce besoin de méchanceté, d'être au-delà de la méchanceté? Bon, personnellement, je ne me l'explique pas parce que humainement, je trouve ça tellement inhumain, justement, que j'ai du mal. Mais vous avez parlé tout à l'heure de la cause de tout ça, c'est la peur. Ces gens étaient tellement méchants qu'ils avaient toujours peur qu'on ne les... de vengeance. Et ils ont même inventé une histoire de clan des empoisonneurs. C'est-à-dire qu'ils sont devenus paranoïaques. Absolument. Et ils sont devenus paranoïaques, ils ont inventé qu'il y avait un clan de nègres qui s'appelait le clan des empoisonneurs, et dès qu'un animal mourait, qu'une personne mourait, quel que soit son âge, quelle que soit sa position, dès que quelque chose n'allait pas, c'était le poison. Donc il y a eu une espèce, durant toute la période pré-abolition, il y a eu une espèce de folie qui s'est emparée de ces gens qui avaient peur d'être empoisonnés. Et dès qu'ils avaient le moindre doute, il fallait éliminer le danger. Bon, c'est une paranoïa, et le fait que ces gens puissent se prétendre libres. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé avec Lubin en 1870? Voilà, oui, vous vous parlez de Codé aussi. Oui, je parle de Codé. Du débouché de tout ça, finalement. Oui, mais c'est-à-dire qu'on est 30 ans après l'abolition, et l'homme blanc n'accepte toujours pas qu'un noir arrive en cheval et ne lui cède pas le chemin. Exactement. Et quand l'homme noir lui dit « mais j'ai le même droit que vous d'être sur le chemin il s'octroie le droit de le frapper. On est 30 ans après l'abolition. Donc il y a ce désir de soumission totale. Quoi qu'il arrive, tu es libre, mais tu es quand même inférieur. Non, mais c'est aussi qu'il y a deux autorités en cause. Parce qu'il y a la France là-bas qui dit, vous êtes citoyen, ou bien qui dit, la France, elle vient avec son arsenal de lois. Mais il y a la réalité de gens qui ont fonctionné hors la loi toute leur vie, je veux dire pendant des siècles. Donc pour eux, c'est leur objet, leur propriété, et c'est ce qui nous manque je crois, les rapprochements qu'il nous faut. Il nous faut comprendre le choc du fait qu'on est justement la métropole, comme on l'appelle, excentrée. Il faut comprendre, parce qu'aux États-Unis, ça se passe sur un territoire. Et il y a une dynamique qui est bien différente. C'est pour ça que les gens disent qu'il ne faut pas mélanger les choses. Mais il ne faut pas les mélanger institutionnellement, c'est tout. Mais sur le plan des faits, du comportement des colons, mais c'est ça qui est important, c'est que d'un côté, on a un groupe de hors-la-loi, de gens qui ont des états au petit pied, qui sont au-delà de tout ce que Dieu même aurait envisagé pour lui. Et puis, il y a un État qui essaye de réguler, mais qui ne peut pas lâcher parce qu'il a besoin de cette force-là. Non, Manon, je dis que l'État ne régule pas. La France... Il donne des consignes le code noir, qui ne sont pas respectées. Le code noir, c'est une tentative de régulation. Une tentative de régulation bien maladroite et bien raciste dans l'esprit de l'époque. Mais alors, les lois d'abolition, c'est le code noir. C'est la même logique. Non, si on va légiférer l'abominable. Mais je ne dis pas que l'un est mieux que l'autre. Non, c'est ce que je veux dire. Je dis qu'il y a deux formes de pouvoir qui s'entrechoquent. Un pouvoir qui est absolument dévoyé et sans comment dire ça, qui est
totalement centré sur le pouvoir qu'on a sur une catégorie de gens et le pouvoir central qui essaye de gérer la vie de ces deux catégories-là et qui en même temps produit, parce qu'il a besoin de ces gens-là, produit du racisme qui vient institutionnaliser le racisme des Blancs, des colons. Donc c'est ça, cette espèce de rencontre, mais extrêmement, j'allais dire explosive, qui donne la difficulté que nous avons aussi à exister dans ce pays-là. Parce que les deux se rencontrent à des niveaux différents. L'un fait, comment on dit, qu'a foot et fait, et l'autre là, qu'a institutionnalisé le foot et féisme. Et puis bon. Donc, voilà. Donc, c'est cela qu'on n'étudie pas, ou bien qu'on ne veut pas qu'on étudie. Donc, il ne faut pas qu'on soit non plus, qu'on croit qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Il y a vraiment un... Parce que la France a dit à Schellcher, faites vite. Il voulait se débarrasser de cette tâche, le pays des droits de l'homme, l'esclavage, tout ça. Abolissez, à la limite, à n'importe quel prix. Il a dit, bon d'accord, on abolit, et c'est le premier décret. Et puis après, bon, on maintient tous les privilèges existants et on maintient l'esclavage. Finalement, il crée l'esclavage moderne. Absolument. Mais qui ne dit pas son nom. Mais quand il y a beaucoup de situations là qui se sont passées il y a 300-400 ans, que j'analyse aujourd'hui sociologiquement, qui sont exactement les mêmes. Quand on parle des prisons, qui sont vraiment, vous appelez ça des machins glauques, enfin il y a des geôles, des trucs très glauques, très. Mais c'est Monsieur France encore qui le décrit. Monsieur France, et puis vous avez Éloi quand parce que je crois qu'on l'avait enfermé, quand il critique ça. Mais aux États-Unis, le système n'est pas aboli. Comme 90% des personnes qui sont en prison sont des Noirs, des Afro-Américains, eh bien, l'État a envisagé, a imaginé une manière de s'approprier et d'exploiter, de leur extorquer leur force de travail. Eh bien, ils sont dans les travaux d'utilité publique. Et ils font, et gratuitement, alors que l'État aurait payé des millions de dollars pour faire entretenir ces choses-là. Donc, ce que vous disiez là, il ne faut pas que les gens pensent, il faut qu'on pense de manière systémique globale et qu'on regarde aussi la situation de notre peuple dans le monde. Mais c'est exactement pareil, hein, parce qu'ils partaient le matin en groupe. C'est eux qui ont construit la fontaine Guédon, le canal, c'est eux qui ont fait la route de la Trace, tous les grands qui curaient les rivières, qui bâtissaient les ponts, tous les grands travaux de l'État ont été faits gratuitement par ces gens qui quittaient les ateliers le matin, qui travaillaient toute la journée et qui regagnaient les ateliers le soir, exactement comme on le voit dans les prisons aux États-Unis. Aux États-Unis et en Afrique du Sud. Oui. La difficulté qu'ils avaient de maintenir leur apartheid, c'était justement que c'était les Noirs qui étaient dans les usines, qui faisaient le sale boulot. Et ils se sont rendus compte que, voilà, c'était difficile à gérer, mais ils ont maintenu la distance sociale, soi-disant, mais ils n'ont pas pu se séparer de ce besoin qu'ils avaient de prendre, s'approprier tout le travail et la force de travail des nègres. Donc c'est une famille qui a fonctionné comme ça. On ne va pas aller chercher midi à 14h et avec des variantes dans le monde, avec des variantes. Elle a appliqué le même système. Parce qu'il y a une chose qu'on ne se dit pas aussi, qu'on ne partage pas assez, c'est le fait que, malheureusement, ce qui ne nous arrive pas, les Blancs ont toujours traduit. Même au bout du monde, il y avait un truc qui sortait, une idée, un livre, ils le traduisaient dans leur langue. Donc, leur imaginaire est profondément formaté de manière, on va dire, sur des bases qui font qu'ils se reconnaissent. La seule chose qui les tient séparés, c'est cette espèce d'artificialité qu'ils ont créée dans les pays où ils sont, soi-disant, ils parlent des langues différentes. Mais ça n'est que, si vous voulez, la surface des choses. Au fond, ils se lisent, ils se partagent leurs idées. D'ailleurs, on a parlé tout le temps de celui qui a dit Lynch. Qu'est-ce qu'il a dit aux planteurs?
est venu à la Martinique d'après. On dit que ça n'a pas existé, mais d'autres personnes pensent aussi qu'ils ont existé. Mais on a aussi les procédés de manipulation de, comment on appelle cet Américain, qui explique. Donc, ils ont des techniques qu'ils se partagent. Ils ont une vision du noir qu'ils se partagent. J'ai écouté hier soir sur France Inter, vous pouvez le podcaster, ce qui se disait sur le noir de l'Afrique du Sud dans les années 50, et donc avec des personnes très sérieuses, des Français, des sociologues, qui racontent oui, que le noir, c'était la lie de l'humanité, que ça ne pouvait être que comme ça, etc. Donc, cette pensée raciste, elle se décline chez nous à travers des études de cas, un peu comme vous faites là, mais on retrouve, si on cherche des régularités, comme on appelle ça en sociologie, on retrouve beaucoup de similarités. Ça nous apprendra, à mon avis, à parler de nous autrement. Parce que plus nous allons dire, oui, d'après, parce que moi, ça en vient nègre, parce que moi, c'est ci, ou bien moi, trop vieux nègre, ou bien on a intériorisé et on ne se rend pas compte des répercussions de ça sur notre mental, ou sur le mental de nos gens. Donc, il faut que les gens comprennent bien qu'on leur a fait croire qu'ils étaient pires que les autres, et c'est pour cela qu'on les a traités. Mais la méchanceté là, dont je voulais que vous nous parliez, c'est ça. Pourquoi ils ont cette méchanceté-là? D'où ça leur vient? Tu domines, tu n'es pas content de dominer, d'écraser. Tu as besoin de rompre, de transformer en bouillie, en macadam. Et encore le macadam, il y a encore des morceaux apparents. Combien? Moi, j'ai tellement édulcoré encore une la fois, question, là. Mais la question des coups de fouet, quand vous dites à un moment donné, avant, donc classiquement c'est 29, mais il y a des gens qui, Père là-bas parlait de 200 coups de fouet. Eh bien, avant les 29 coups, vous dites, il y en a des gens qui sont morts avant la fin des 29. Tellement c'est violent. Ouais. Donc c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est comme ça, ou bien c'est un manque d'intelligence, c'est un petit cerveau qui ne comprend pas? Bon, mais il ne faut pas oublier non plus qu'à cette époque, il y avait à Saint-Pierre le plus grand hôpital psychiatrique de la Caraïbe, qu'il était plein. Mais le monsieur là dont vous parlez, il n'était pas plein avec les esclavagiens qui étaient fous là. Ils restaient sur l'habitation, on ne les mettait pas à l'hôpital. Mais vous avez parlé d'Adrien. Oui, j'ai parlé d'Adrien, qui est devenu fou. Qui est mort tout seul. Il est mort tout seul, devenu fou. Oui. Parce qu'il n'a pas réussi à franchir le cap d'être dans une famille avec une mulâtresse. Et encore, il avait fait des choix très moyens avec, comme Schellcher. Oui. Il était dans sa classe, dans son groupe, mais bon, c'est la mulâtresse qu'il a gardé. Il a fait des enfants avec, sans leur donner leur nom, sans pouvoir officialiser son union, avec un père et une famille autour de lui qui lui est absolument hostile. Il joue au gros bras, moderne, au gros bras, mais voilà. Au fond, il est béqué. Et qu'est-ce qui le rend fou? Qu'est-ce qui explique sa folie? Sinon que c'est trop de contradictions. C'est pour ça qu'on explique aux gens que, ou bien on vit dans un groupe avec son esprit et on essaye de voir qu'on est dans une communauté multiculturelle, et à ce moment-là, on ne prend pas tout ce qui est disponible pour soi tout seul, comme si les autres étaient invisibles et n'avaient pas de besoin, alors qu'on n'arrête pas de les presser comme des citrons. Et donc c'est un manque d'intelligence, un manque de quelque chose, un manque d'humanité. Qu'est-ce que ça peut être? Mais Adrien Lassalle, du nom de cette habitation qui existe encore à Sainte-Marie, dans lequel il y avait un taux extraordinaire de suicide. Absolument. Adrien Lassalle, il a l'air d'être proche des Noirs, parce qu'il va dans les soirées Bel-Air, il impose une mulâtresse à son père dans l'habitation, il porte le corps de ses amis noirs en terre, etc. Il a l'air comme ça, mais quand on le lit et qu'on regarde ce qu'il écrit, on voit bien que il est profondément ancré dans sa supériorité, dans sa caste. Il est un produit de sa caste. Il dit bon, mais en quelque part il faut être gentil, il faut être plus gentil. Il le dit aux autres, il leur dit vous comprenez que maintenant il faut que vous soyez plus gentils. Mais lui-même, quand on regarde ce qu'il préconise, c'est chaud. Hein? Mais c'est chaud. Et puis moi, qui m'intéresse aussi dans ces espèces de figures que vous peignez, c'est le fait que la relation blanc-noir, femme noire, homme blanc, elle est condamnée à n'être qu'une relation de sexe. Oui.
puisqu'elle n'a pas de réalité sociologique. Non. Puisque l'enfant n'a pas de nom, les transmissions ne se font pas. Et alors, c'est un gros cinéma de dire à ton père, ben, la femme que je baise, je la laisse, pardon, mon cher téléspectateur, ben, je la veux dans la maison, parce que c'est quand même plus simple pour moi. Le papa se met dans tous les sens, dans tous les états, dans tous ses états, mais il a réussi. Son fils ne peut pas marier, donner son nom de blanc à une demi-négresse, comme vous l'avez appelée, ou une mulâtresse, et en plus, il a des enfants bâtards, mais dont on ne voit rien, on ne sait rien, enfin, il n'en s'en occupe pas. Donc, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il peut dormir dans la maison de son papa avec sa demi-négresse ou sa mulâtresse. C'est une relation qui est exclusivement sexuelle. Et c'est beaucoup ces configurations-là qu'on nous donne en nous parlant d'amour. Moi, j'ai besoin qu'on m'explique un petit peu cette pénétration dans le groupe, le peuple que nous sommes, de l'idée d'amour qui fait, mais qui est vraiment une pâte à tartiner, quoi. On met ça sur du pain sec, du pain grillé, du pain mou, de la pâte à pain, de tout, toute baguette là, toute la journée. On tartine l'amour, l'amour, l'amour. Le béquet là, le colon, il a besoin de faire ses affaires, d'avoir une vie sexuelle, il va prendre qui il veut et il va faire des enfants, il va faire croire au monde qu'il est tellement libéral, qu'il est un bon blanc qui est du côté des nègres, et puis il ne sait pas donner un statut social, faire ce petit pas, parce qu'il y en a quand même qui ont foutu le camp. Qui ont épousé et qui ont été excommuniés. Mais les trois cas, c'est pas monsieur Adrien Lassalle qui a... Et lui, Donc s'il est devenu fou, c'est pas pour cette raison-là, pas parce que il a tellement donné aux nègres qu'il a... Voilà, c'est la contradiction qu'il portait en lui qui est insoluble. Exact. Et voilà. Donc vous disiez, je crois qu'on clignote déjà, vous avez parlé beaucoup des couples et de l'amour, justement. Dans un milieu, on nous dit beaucoup que les hommes, les noirs, c'est des étalons. Il n'y avait pas de lien vraiment d'attachement. Et franchement, on a beaucoup. J'ai pas noté les couples, mais franchement, c'est très touchant parce qu'ils s'aiment beaucoup. Et quand ils s'aiment, c'est pas un homme macho qu'on a qui fait. Il est là à côté de sa femme. Ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Ils s'aiment. Ils s'aiment et ils sont vraiment. Oh, on est déjà en train de. Oh, j'ai pas vu ils s'aiment et ils sont. Alors, ce que j'ai découvert et que j'ai voulu faire ressortir là, c'est qu'on nous dit toujours que nous ne sommes pas solidaires. C'est ça. Eh bien, moi, j'ai découvert que nous étions peut-être l'un des peuples les plus solidaires de la planète. Oui, communautaire. Parce que durant cette période, ces gens ont développé une empathie. Une solidarité, d'ailleurs vous le décrivez très bien dans la culture de l'entraide, une culture de l'entraide, de la solidarité, de l'empathie. C'est la base de leur civilisation. Et c'est ça qui a fait qu'ils ont pu survivre. Parce que s'ils étaient restés chacun dans son petit coin à manger sa petite dachine et qu'ils n'avaient pas partagé tout ce qu'ils avaient, etc., on ne serait pas là. Et aujourd'hui, quand nous nous accusons nous-mêmes de ne pas être solidaires, c'est pas vrai. Il suffit qu'on a oublié qu'on était solidaire. Aussi. Mais c'est de l'amour. On dit que l'homme ne voit dans la femme qu'un objet sexuel. Mais l'amour, c'est ça, c'est se préoccuper de l'autre et avoir des sentiments bienveillants, avoir envie et besoin d'être bienveillant avec l'autre. Donc c'est pas seulement l'amour entre l'homme et la femme, c'est l'amour entre les gens. Bon, et ce que j'ai découvert et j'ai beaucoup de plaisir à dire ça aux gens, c'est que cette solidarité, nous l'avons, de même que nous avons hérité des peurs, nous en avons hérité aussi de cette solidarité. Ah, mais elle parle pas Alors, comme ça, il suffit qu'il y ait une catastrophe naturelle ou que nous soyons dans un danger collectif pour que quelque chose se lève en chacun de nous et nous dise, va voir ton voisin, va voir qui a besoin de quoi. Après les cyclones, on est en recherche de qui on peut aider, comment on peut aider, même quand ça se passe dans les îles voisines. Absolument. On a envie d'aider. Et puis c'est pas réfléchi, c'est spontané. C'est spontané. Alors le fait est que comme c'est spontané, on a l'impression que c'est accidentel. Mais c'est pas vrai, c'est récurrent. C'est spontané, mais c'est récurrent. Ça veut dire qu'on a ça en nous. Donc, une fois qu'on sait qu'on a ça en nous, on peut le réactiver quand on veut. Recultiver, absolument. Et c'est... Parce que il y a deux choses que je voudrais dire, parce que je pense qu'on va finir, mais je tiens à le dire. Que ce livre n'est pas seulement Sacré Vagabond, tout comme Zahir et Théophile n'était pas un livre d'histoire tragique.
c'est aussi un roman où on retrouve tout ce qui fait l'homme, l'humain, dans des conditions d'inhumanité extrême. Comment on reste un homme, comment on reste quelqu'un dans tout ça. Et donc, je mets en scène ces gens qui sont devenus soit des personnes soumises. Ou des petits pans de l'histoire. Voilà. Puisqu'on va retrouver la question après 48, tous les grands événements qui ont marqué la vie de la Martinique. On va retrouver le bateau échoué au Diamant, on va retrouver septembre 70, on va retrouver la question d'immigration. On est vraiment... Et puis, à côté de ça, vous parlez de toutes ces postures du corps qui changent. Vous avez aussi les vêtements, les chaussures, l'apparence, comment on la soigne. Comment rester un homme dans tout ça. Et c'est ça. Et la deuxième chose, c'est que tout ça pourquoi on finit à la régie. Je demande 2 minutes à la régie. Merci. En fait, l'objectif, c'est quoi? Moi, je n'écris pas ça pour faire pleurer les gens. J'écris pour dire aux gens, voilà l'histoire telle qu'elle s'est présentée. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec? Et moi, il y a une chanson dans le livre, comme il y en avait une dans. On est ici pour vivre bien. Voilà. C'est-à-dire que nous avons, nous, les héritiers de cette histoire, nous avons le droit de vouloir nous sentir bien dans notre pays, dans notre histoire, dans notre drame ancestral. On a le droit aujourd'hui de vouloir être heureux, de vouloir vivre bien. Parce que comme je le dis dans la chanson... Et on a montré au monde qu'on sait le faire. La paix, la justice, l'amour et puis la liberté, c'est des bagailles tout le monde en doit revendiquer. Donc c'est ça qui est revendiqué dans cette histoire. Et c'est de ça dont nous devons être fiers aujourd'hui. C'est qu'ils ont réussi à rester des gens qui ont fait des enfants, qui les ont élevés avec des sentiments, avec des valeurs extraordinaires dont on regrette aujourd'hui qu'elles puissent disparaître. Mais on veut... oui, elle disparaissent. Mais c'est le premier peuple qui a civilisé l'humanité. On ne détruit pas comme ça, même avec toute la cruauté du monde, un peuple multimillénaire qui a tout donné à l'humanité. Je vous rappelle le livre de Imani et Dalila Daniel, Sacré Vacabon, Pas de liberté pour les nègres, qui vous montre en fait que la liberté était une illusion, mais les nègres, justement, ont survécu et puis ils ont su rester dignes, même dans les tentatives de réappropriation de leur corps et de leur âme qui venaient de la part des anciens colons. J'espère que ça vous a apporté quelques éléments de réflexion de plus, puisqu'on en parle quand même pas mal. Ne laissez jamais les gens vous dire que c'est de trop, qu'il faut avancer. Si vous n'avez pas ces savoirs-là, eh bien, vous n'avancerez pas. Vous aurez les 2 pieds dans le même godillot. Imani, dites au revoir à vous. Eh bien, d'abord, merci de m'avoir permis de présenter ce travail au monde. Et puis, oui, c'est vrai, nous avons le droit d'être heureux. Nous avons le droit de vouloir l'être. Nous avons le droit de nous dire, bon, ok, on a vécu tout ça, maintenant qu'on sait, parce qu'il y a quelque chose qui est très important lorsqu'on connaît la vérité. Cette résilience-là, c'est en nous qu'elle est positive pour nous. Mais si elle n'est pas en nous, si elle est juste intellectuelle... Non, pas pour l'instrumentaliser. C'est-à-dire que ce qui est intéressant et qui est passionnant, c'est que lorsque l'on connaît la vérité, après on peut choisir, mais en toute connaissance de cause. Absolument. Et c'est ce que la connaissance nous donne, c'est la capacité de choisir. On peut rester dans sa posture, mais on peut aussi avoir envie de changer. Mais au moins on sait. On sait, voilà. Donc ayez cette envie de savoir. Je vous remercie d'avoir été là. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres problématiques avec d'autres auteurs qui vous enrichissent, qui vous apportent le fruit de leur travail, parce que c'est pénible, c'est beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices, puisque vous n'êtes pas dans un système qui vous offre ces travaux-là sur un plateau. Merci, passez de bons moments et puis à bientôt. Merci beaucoup.